Je voudrais d'abord remercier de l'honneur qui m'est fait de m'exprimer dans ce cadre. Féliciter et remercier Bella et sa famille de cette initiative qui va tout droit dans l'esprit du judaïsme, qui est de prendre un deuil prématuré comme point de départ d'éléments de vie, de spiritualité, de vie sociale. Je crois que c'est le plus bel hommage qu'il était possible de rendre à Serge. Alors ce qui va suivre n'est ni un cours, ni une conférence. C'est tout simplement un témoignage, comme l'a dit Bella, peut-être moins sur l'année de Mayanot, mais j'y viendrai peut-être, surtout sur l'influence que cette année de Mayanot a eue sur moi, sur ma famille. On va voir tout à l'heure. L'influence que peut avoir un enseignement, un séjour dans un environnement particulier, un environnement de rêve, on peut le dire. Parce qu'une année d'études sans examen à la fin, c'est pas tous les jours. Et cette influence sur une personne, même sur une communauté, comme on le verra tout à l'heure, dans ce que je vais dire. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter une petite anecdote assez singulière qui concerne ma première rencontre, ou l'une des premières rencontres avec Serge, et qui m'avait laissé un goût un peu étrange. Pas longtemps, mais vous allez voir pourquoi. Et ça a de l'importance aussi pour ce qui va suivre. Je crois que ça se déroulait en 1984, en été. Il me semble que c'était à Mona Natsif. Je ne me rappelle plus à quelle occasion, c'était une simcha. Et ma fille Odélia avait quelques mois. Et moi, le jeune papa, ma fille aînée, quelques mois, je me promenais avec le landau tout fier, en attendant des hauts et des A, j'attendais, bon. Et voilà Serge qui arrive, qui s'approche de la poussette, qui regarde, et qui dit « Quelle est vilaine! Mais quelle est vilaine !» Alors, stupéfait, je vais vers Ayala et je lui dis « Mais il va bien celui-là, qu'est-ce qui lui prend ?» Alors, l'Algéroise, elle a rassuré son ashkénaze, elle dit « Mais tu comprends pas, c'est contre la Inara. » Alors voilà, j'avais appris quelque chose, j'étais rassuré, mais c'est vrai que pendant quelques instants, j'étais un peu décompensé. Alors, aujourd'hui, étant devenu un peu séfarade par alliance, je me suis fait à toutes ces subtilités, et de toute manière, quand je vois ma fille, je sais que Serge blaguait, en fait. Bien. Alors, pour introduire le sujet, pour lequel je vous remercie d'être venu, je voudrais vous citer un passage assez étrange de la Torah. C'est dans Vaïkra, mais le même se trouve aussi dans Shemot, dans Tetzaveh. Vaikar Moshe miyado, vaïten atenur ozen Aaron ha-yemanit, valboen yado ha-yemanit, valboen raglo ha-yemanit, vayakrev et bnei Aaron, vaïten Moshe minadam, atenur oznam ha-yemanit, bohen yadam ha-yemanit, valbohen raglam ha-yemanit, vaizrok Moshe dadam à la mizbeach saviv. Il s'agit donc d'une cérémonie assez étrange qui avait lieu lors de certains sacrifices, je crois que c'est la Ola, où Moshe il prenait le bélier, il faisait la shrita, il prenait du sang du bélier et il en a mis sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de la main droite d'Aaron et sur l'orteil du pied droit d'Aaron. Et il fait pareil avec ses fils. Passage extrêmement étrange. Et on se demande ce que vient faire cette cérémonie et surtout le choix de ces trois membres qui sont l'oreille, la main et le pied. Et alors j'ai lu une explication très intéressante, une fois que je préparais un élève bar mitzvah, qui est de dire que le Kohen est celui qui est chargé de donner la direction, de cadrer l'attitude du peuple, de l'identité du peuple, et c'est lui qui indique donc la direction à prendre. Or, l'oreille, la main et le pied sont des membres fondamentaux de l'identité d'un homme. Ça veut dire que, j'ai appris plus tard aussi que c'est des points importants en réflexologie, mais au niveau du symbolisme, ces trois membres sont extrêmement importants, parce que ce qu'on entend, là où on met les pieds et ce qu'on fait, c'est ce qui forme un peu l'identité d'un individu. Et plus on avance dans la vie, je pense que vous serez d'accord avec moi, au fur et à mesure qu'on se retourne vers le passé et qu'on voit les différents carrefours de notre vie, on se rend compte à quel point c'est important de savoir là où on met les pieds, les choix qu'on fait, ce qu'on entend et ce qu'on fait. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que
ma vie à moi, elle a radicalement changé depuis que mes pieds m'ont mené il y a bientôt 35 ans en Israël, et surtout à Mayanot, et parce que ce que j'ai entendu et ce que j'y ai appris. Ça a transformé ma vie. Et pendant toute une année, j'ai entendu un message qui a influencé mes actions depuis lors, et même, je crois, la trajectoire de ma famille, et le fait qu'Ayala ait suivi le même parcours que moi, on était ensemble dans la même année, je crois, a donné plus de force à cet élan. Parce que si on regarde le point de départ, je me prends comme exemple, puisque c'est moi qui parle, il ne faut pas oublier qu'un juif alsacien comme moi, c'était pas une chose évidente déjà de faire son alia. Alors, pour des raisons historiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les juifs d'Alsace, dans leur ensemble, surtout la majorité d'entre eux qui à l'époque étaient d'origine rurale, ont toujours eu un attachement extrême au terroir. Et pour eux, le sionisme, c'était pas leur tasse de thé. Même si on sait que des grandes figures juives alsaciennes ont fait leur alia dans les années 70, comme le professeur Meyer, le professeur Dreyfus, de Lobos, professeur de Lobos et d'autres, même si la synagogue Chopin, ici, était un peu le repère des juifs de Strasbourg, mais d'une manière générale, les juifs alsaciens, il suffit de se promener à Strasbourg aujourd'hui pour voir que c'est pas, le sionisme, c'est pas encore, disons, hein, ça risque de le venir assez vite, n'est pas à l'ordre du jour, pour l'instant. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez significative et intime pour ma part, c'est qu'en décembre 80, en pleine année de Mayanot, je suis retourné en France pour revoir une dernière fois mon grand-père qui était mourant. Et le dernier mot qu'il m'a dit avant que je quitte la chambre, c'était « Reviens, fais plaisir à tes parents ». C'est très dur à entendre, surtout quand on est en pleine année de Mayanot. Mais ce fut dur ce moment, mais il faut comprendre le contexte. C'est que mon grand-père faisait partie de ces juifs d'Alsace-Lorraine, gaullistes, attachés à la France, être juif à l'intérieur et homme à l'extérieur, comme le disait la devise de l'émancipation. Et les juifs alsaciens balancés pendant plus d'un demi-siècle entre la France et l'Allemagne étaient français avant tout. Il fallait marcher sans kippa dehors, oulala, c'était une période donnée. Alors, partir en Israël, pour moi, a priori, c'était pas évident. Donc j'ai grandi dans un univers qui n'était pas, disons, propice à l'alia. Mais voilà quand même qu'en été 80, après 3 mois au kibbutz Rosh Sourim, je décide de rester en Israël, d'arrêter mes études de droit et de m'inscrire à Mayanot. Alors, non seulement je n'étais pas le profil pour Mayanot en tant qu'Alsacien, mais je n'étais pas le profil non plus de Mayanot, parce que de manière générale, Mayanot s'adressait d'abord à des universitaires, ceux qui avaient déjà un diplôme académique, ce que je n'avais pas encore, et aussi à des gens qui avaient qui étaient plus âgés, on était parmi les plus jeunes de Mayanot, des gens qui avaient déjà du vécu, qui avaient parfois fait des séjours initiatiques dans le monde entier, Katmandou, Amérique du Sud, etc. Donc, a priori, je n'étais pas le profil type de Mayanot, et pourtant mes pieds m'ont mené là-bas. Et le fait aussi que je venais d'une famille traditionnaliste, même religieuse, c'était pas non plus le profil type de l'étudiant de Mayanot. Donc vous voyez, il y avait plusieurs éléments qui ne plaidaient pas en ma faveur, et pourtant, mes pieds m'ont emmené là-bas. Et quand je suis arrivé à Mayanot, en fait, c'est un monde entier qui s'est ouvert à moi, et ne m'a plus quitté. Parce que je crois, comme l'a dit Bella tout à l'heure, Mayanot habite tout un chacun qui y est passé. Et alors à Mayanot, je vais faire connaissance avec l'enseignement de Manitou, la personne de Manitou, et cette approche tellement originale et novatrice, dont il a été beaucoup question d'ailleurs dans ces différentes rencontres qu'on a eues ici, issues en partie aussi du judaïsme d'Algérie, c'est-à-dire tradition et modernité, pensée juive et philosophie occidentale, sionisme et universalisme, des choses apparemment contradictoires mais qui se réunissaient dans l'enseignement de Manitou, et retour aux sources, tout en maintenant la culture française. Alors évidemment, les thèmes de Manitou, les thèmes de Mayanot, dont je ne vais pas vous parler tout à l'heure, c'est des thèmes qu'on découvrait tous, même moi qui avais déjà des connaissances du judaïsme, les toladot, la caractériologie des personnages bibliques qui représentent des civilisations, le concept de Maaseh Avot, Siman Labanim, toutes ces choses-là, c'est un monde nouveau qui s'ouvrait à moi, à nous, et d'ailleurs on l'a très vite ressenti dans le groupe, puisqu'il y a eu une espèce d'euphorie, parfois des accès de mysticisme aussi chez certains, qui sont propres à des personnes qui découvrent tout d'un coup un monde extraordinaire, alors qu'ils pensent rattraper le temps perdu
d'une certaine manière. Mais ce qui je pense, était le plus extraordinaire dans l'enseignement de Manitou à Mayanote et l'esprit de Mayanote, c'est que nous avions le sentiment, non pas de découvrir quelque chose, mais de redécouvrir quelque chose. Non pas d'apprendre quelque chose d'extérieur, mais d'entrer en nous-mêmes, de réapprendre qui nous sommes, d'où nous venons, de nous débarrasser un peu d'une écorce et voir à quel point nous avons engrangé des strates de culture étrangère qui devront dorénavant, sans disparaître, laisser la place à quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus affiné. Et c'est une sensation merveilleuse qu'on pouvait constater à vue d'œil dans le groupe, la métamorphose progressive des personnes de ce groupe qui venaient d'horizons différents, de traditions différentes, et qui tout d'un coup se mettaient ensemble dans une espèce de parcours spirituel. Et comme je vous dis, certains d'entre eux avaient fait des tentatives en Inde. Bon, il y avait toutes sortes d'expériences passées. Et finalement, on s'est rendu compte que la vie consistait à devenir en fait ce que l'on est au plus profond de soi. Alors Daniel va sûrement en parler, mais un des aspects de l'enseignement de Manitou, et je crois de la présence surtout de Manitou, je parle même au niveau, à cette époque de la vie de l'humanité, c'est d'avoir été un passeur. Ivri, l'Avor, les Avir. C'est-à-dire que Manitou, il a aidé toute une génération à passer entre l'identité de juifs liée à la culture occidentale, les judéo-français comme il les appelait, à celle de juifs qui renouent avec une souveraineté en Eretz Israël, qui refont une nation. Et je crois que Manitou a joué ce rôle, c'était pas le seul, mais c'était le phare, c'est le rôle de passeur. D'ailleurs, il aimait beaucoup ce mot de Ivri, l'Avor, d'aider une génération d'adultes et de jeunes de passer d'une identité à l'autre. Et d'ailleurs, Manitou nous expliquait d'ailleurs à propos de l'histoire de Purim, il disait que c'est dans la Megillah qu'apparaît pour la première fois le mot Yehudi dans les sources juives. Pourquoi ? Parce que c'est une époque où ces événements se déroulaient en Perse, la diaspora juive d'Eretz Israël qui s'appelait dorénavant les Yehudim et qui correspondait à la mutation de l'hébreu en juif après la destruction du Beit Rishon, le premier temps. Et à Mayanote, en fait, on faisait le parcours inverse. C'est-à-dire Manitou nous a appris à vivre le phénomène opposé, de partir de juifs et de redevenir des hébreux. Et Manitou l'avait compris, non seulement il l'avait compris, mais il a servi de pont intellectuel et pédagogique à de très nombreuses personnes pour effectuer cette mutation. Et alors moi là-dedans, j'étais monté dans ce train qui m'amenait à tout à fait autre chose que si j'étais resté à Strasbourg, évidemment. Et comme je vous ai dit, j'avais des bases religieuses, mais j'ai redécouvert, grâce à l'enseignement de Manitou et à toutes les personnes qui enseignaient là-bas, des textes. J'ai appris des textes, avec les mêmes textes, avec une vision tout à fait novatrice, beaucoup plus authentique, d'une logique implacable et qui permettait aussi d'expliquer les événements qui se passent avec des vraies lunettes, comme on dit. Et encore aujourd'hui, Ayala et moi, on cite souvent Manitou, quand on voit des choses se passer autour de nous, dans le monde, on dit voilà, c'est ce que Manitou a dit sur l'identité d'Ishmaël, de l'Esav, enfin, c'est-à-dire que ça nous habite vraiment presque au quotidien. Tu te rappelles ce que Manitou disait, les rivalités, les identités, enfin bon, c'est quelque chose après. Pourtant, c'est 30 ans ont passé, mais comme tu l'as dit, c'est quand on l'a dans le sang. Et surtout, ça nous a permis de comprendre de prendre du recul aussi par rapport aux événements de l'histoire et de savoir qu'on est dans un processus et que même si ce processus est en dents de scie parfois, et Dieu sait qu'en ce moment on le vit, que c'est un processus et que la direction, on la connaît. Alors, après Mayanote, curieusement, après cette année pleine et riche, d'abord je suis reparti en France, faire mon service militaire, et là j'ai ressenti les effets de l'enseignement de Manitou. J'en ai bien besoin d'ailleurs là-bas, hein, parce que c'était la chute. Hein. Après une année très haut dans le ciel, se retrouver avec l'armée de terre française, quand je dis l'armée de terre, c'est vraiment dans les deux sens du terme, me retrouver avec des troufions limousins, picards, bretons. Bon, j'ai pas essayé de convertir les sous-officiers et les officiers français parce que leur goût pour la spiritualité n'est pas très élevé en général. Mais pour moi, il était évident que cette année serait une année de parenthèse. Et que, je crois, sans la force de l'enseignement de Manitou, et sans la relation que j'avais déjà avec ma future femme de l'époque,
j'ai vu à quel point j'avais avancé, et qu'il était évident que même après une année de passer en France pour mon service militaire, je reviendrai en Israël. Et après mon retour en 82, je me suis marié avec Ayala. Bon, là non plus, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais... C'est pas grave, moi je savais. Voilà. Mais entre parenthèses, c'est important de bâtir un couple sur des valeurs communes. C'est très important. Et le fait qu'on ait fait Maïnot de la même année, ce qui fait qu'on a souvent les mêmes références, et c'est très important. Notre promotion. Ah voilà. Voilà. Mais je crois que pour illustrer peut-être de la manière la plus forte, la plus éclatante, la puissance de l'enseignement de Manitou et toute cette spiritualité que nous avons puisée à Mayanot, la profondeur de l'imprégnation dans notre être. Et je veux parler d'une autre période de notre vie, entre 1987 et 2006, 18 ans, où nous sommes partis en Suisse, où j'ai été chazan et enseignant, animateur communautaire. Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire, je ne suis pas sûr, que nous sommes peut-être les seuls de Mayanot, en tout cas de notre promotion, à avoir réalisé ce qui était le but initial de Mayanot, d'après ce que la Netanor avait fixé, c'est-à-dire de former des cadres pour les communautés de Chutz La'aretz. Alors Manitou, il avait évidemment autre chose en tête, il n'avait pas tort, mais voilà, et nous, voilà, ce qui fait que fin 87, pour des raisons économiques, on s'est rendu de la tranquille Suisse. Et évidemment, c'était pour revenir. Alors évidemment, la question c'est de savoir dans combien de temps. Maintenant, voilà, quand on est dans un fin cocon, dans un petit cocon, c'est pas évident. Mais je peux vous dire que pendant tout ce séjour de 18 ans en Suisse, Mayanot nous a accompagnés à chaque instant. Et comme nous étions dans l'enseignement, nous étions un peu des cadres communautaires, nous avons réussi à, non seulement, comme je vais en parler un peu, à diffuser un peu l'enseignement de Manitou, mais aussi le moment voulu où on a décidé de repartir. Parce que vous savez que la Suisse n'est pas seulement connue pour son bon air, mais aussi pour son salaire. Et donc, c'est pas évident de quitter. Et le chocolat. Le chocolat, ouais, mais le chocolat, c'est bon, mais voilà. Alors même si nous ne sommes pas partis officiellement pour une shlichut, finalement, la nature de notre travail, Ayala et moi, dans la communauté, a fait que c'en fut une. Et de manière naturelle, la nostalgie d'Eretz Israël nous enjoignait encore plus de nous rappeler de l'enseignement de Manitou, de Mayanot, et d'essayer d'en parler autour de nous. Alors, c'est vrai qu'on s'imagine à première vue que les principes directeurs de Mayanot, qui sont le sionisme, le retour des exilés, la fin de la galoute, sont des concepts qui sont un peu aux antipodes de ce que les juifs helvétiques qui vivent paisiblement au pied des Alpes peuvent ressentir, a priori. Ah, c'est vrai que c'est partiellement vrai là où on était, parce que nous avons rencontré là-bas à Lausanne des gens, pas la majorité bien sûr, mais tout un groupe de personnes, d'abord qui avaient été beaucoup influencés par la yeshiva de Montreux, qui était une des rares yeshivot sionistes en Chutz La'aretz, qui aujourd'hui d'ailleurs à Kochal Yaakov, et qui dispensait un enseignement très proche de celui de Manitou. Et ces familles ont créé ensuite une école juive à Lausanne, sioniste, et dont de très nombreux anciens sont aujourd'hui en Israël. Et presque la classe entière de ma fille Odélia est là. Et certains cadres communautaires étaient aussi issus de la même tradition que Manitou. Par exemple, le rabbin Morali, Sadia Morali, qui est le fils du rabbin Simon Morali, qui était rabbin en Algérie et puis à Nancy, qui a travaillé pendant quelques années avec nous. Et donc c'était aussi, si vous voulez, un enseignement qui correspondait tout à fait à l'enseignement de Manitou et de Mayanot. Et alors pendant ces 18 ans, nous avons, dans l'enseignement que nous avons prodigué au Talmud Torah, nous avons vraiment essayé de diffuser cet enseignement de Eretz Israël, Torah Israël, Am Israël, aux jeunes de Lausanne. Dans l'école juive, ça se faisait aussi, mais nous étions au Talmud Torah, qui est une autre population, moins religieuse. Et pourtant, quand je relis mes cours, le jour où j'ai relu mes cours sur l'ordinateur,
c'est vrai que il y a énormément de Manitou. Voilà, quand on a passé par Mayenot, ça reste toujours, et les cours qu'on a donnés, c'était toujours tourné vers Israël et vers ces sujets-là que nous avons acquis à Mayenot. Parfois de manière consciente, et parfois même de manière inconsciente, parce que c'était en nous. Alors d'ailleurs, à ce propos, il y a une petite anecdote. En 1994, on a organisé un grand Yom Israël à Lausanne. C'était pas évident. Et l'invité d'honneur était Manitou, justement. Manitou. Mais 94, c'était juste après 93, les accords d'Oslo. Et Manitou était très. C'était pas le même Manitou qu'on avait connu. Pas seulement parce qu'il était assez âgé, mais il était aigri. Il était très contrarié par ce qui se passait. Et on l'a senti, il a fait une intervention là-bas qui était assez pessimiste. Et c'est vrai que c'était très difficile parce que ce qui se passait à l'époque des accords d'Oslo, on avait l'impression que c'était vraiment une espèce de retour en arrière par rapport à tout ce qu'on avait appris à Mayenot. Le retour vers Israël, avec Yashvut, et puis ce que Manitou dit c'était vrai, c'est vrai, et tout d'un coup on est là et on se rend compte que la machine elle va un peu en arrière. Et bon, après les choses se décantent, mais c'est vrai que sur le moment c'était pas facile, et cette année-là Manitou vraiment il avait, on le voyait peiner et vraiment voilà. Alors c'est pas facile quand on voit son maître comme ça. Alors évidemment, je reprends le fil, on n'a pas été, Aléla et moi, on n'a pas été les seuls éléments à Lausanne à diffuser cet enseignement. Je crois qu'on a été, il y a eu plusieurs cadres de l'école juive et d'autres cadres qui ont fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, je crois que la communauté, le judaïsme suisse est proportionnellement l'un des pays où l'Aliyah est la plus forte. Il y a 18 000 juifs en Suisse, c'est pas beaucoup, mais par rapport aux Suisses qui sont ici, et Lausanne en particulier, il y a énormément de jeunes Lausannois qui sont là. Je crois que c'est un taux d'Aliyah assez fantastique. Alors, comme je dis, on n'a pas été les seuls, mais je pense que, en pensant à certaines personnes de Lausanne aujourd'hui qui sont là, je pense que le fait que nous avons été à Mayenot, nous avons cette guicha sioniste qu'on a puisé là-bas, plusieurs jeunes de Lausanne sont là aujourd'hui en Israël, et bon, pour nous c'est et aussi tous dans la mouvance sioniste religieuse. Évidemment, c'est différent si on avait été avec Stéma. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est un terme d'actualité, les effets collatéraux de Mayenot. Planter des graines par l'enseignement, et on voit soudain surgir des fleurs. Parfois chez les jeunes de Lausanne dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils viendraient un jour en Israël, et pourtant qui font le pas. Autre catégorie, nos enfants à nous. Et ça, c'est aussi significatif. Parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens à Lausanne, en Suisse, beaucoup d'Israéliens expatriés, pour des raisons économiques, il y a Abdoc, il y a des boîtes israéliennes, des boîtes américaines, des gens qui vont faire un post-doctorat. Et il y a beaucoup d'Israéliens, mais chez ceux qui n'ont aucune pratique religieuse, le taux de retour en Israël est très faible. Et quand bien même certains voudraient retourner en Israël, leurs enfants leur disent écoutez, nous on a grandi en Suisse, nous sommes Suisses, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que les parents les ont envoyés au scout suisse, au camp d'été suisse, en disant bon, on va s'intégrer, à l'école publique suisse, on va s'intégrer, et puis finalement, le résultat c'est que ces parents israéliens, qui sont nés en Israël, qui voudraient, comme disait Manitou, expérimenter l'Aliyah, parce qu'ils n'ont jamais fait l'Aliyah, ils sont nés là-bas, ne le font pas, parce que leurs enfants leur disent désolé, vous avez amené ici, on a grandi ici, et donc les parents sont coincés. S'ils reviennent ici, leurs enfants sont là-bas, mariés avec on ne sait pas qui. Et alors, évidemment, pour nous, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire que nous, quand on a mis le pied en Suisse, avec tout ce que Mayenot nous a apporté, on s'est dit, on va éduquer nos enfants vraiment dans le retour en Israël. Sans leur donner une date fixe, parce qu'en général, ça ne marche jamais. Mais en tout cas, nos enfants à nous ont su dès le départ que nous sommes en Suisse, en exil, comme disait Manitou, provisoirement. D'ailleurs, elle est là, je crois qu'elle ne voulait jamais mettre de rideau, parce qu'elle disait on part demain. Voilà, on part demain. Je ne dis pas que la valise était prête, mais c'était un peu ça. Et finalement, et c'est pas facile, parce qu'on peut imaginer qu'en 18 ans,
des enfants, même éduqués de manière religieuse, ils peuvent se laisser prendre à la facilité de la vie de Kutzlaret. Et quand je dis Kutzlaret, la Suisse, c'est pas la France, hein, c'est vraiment un cocon doré. Eh bien non, on a fait connaître Manitou à nos enfants, l'enseignement de Manitou, et pour eux c'était évident de retourner en Israël. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait avant nous. Les trois grands sont partis avant nous. Et la petite avait 9 ans, elle a dit « Maman, est-ce que tu connais un internat pour une fille de 9 ans ?» Là-bas, elle dit « Bon, on t'emmènera avec nous. » 2 ans après, nous sommes partis. Mais c'est aussi l'effet Mayanot. Voilà. Et j'en viens maintenant au dernier volet. Je vois que j'étais assez court, mais bon. Pour vous montrer à quel point Mayanot nous a marqué, je pense que même dans mon activité professionnelle actuelle, dans le journalisme, je suis très très imprégné de ce qu'on a appris à Mayanot, de la philosophie de Manitou et de tout ce qu'on a appris. C'est-à-dire que souvent je relis mes articles avant de les publier, certains, et je les fais relire à Ayala aussi, pour les fautes. Et je me rends compte à quel point, même de manière naturelle, je ne me dis pas, tiens, je suis en train d'écrire quelque chose que Manitou a dit, que Manitou a enseigné. Je relis l'article, je dis, mais voilà, voilà, ça c'est Esav, ça c'est Ishmaël, ça c'est... Des choses que je découvre après coup, finalement c'est comme l'écriture automatique qui me vient de ce que j'ai appris il y a quand même plus que 30 ans et qui m'a marqué. Et voilà. Alors, je ne voudrais pas finir quand même sans préciser que Mayanot, c'est pas seulement un enseignement. Mayanot, c'est aussi des amis pour la vie, des souvenirs impérissables, et un esprit unique. Et la sensation d'avoir eu le privilège de passer une année si enrichissante à tout point de vue. Et même si on ne se voit pas souvent, ou on se voit parfois dans des circonstances pas toujours réjouissantes, quand les anciens de Mayanot se rencontrent, c'est toujours un immense plaisir de se voir, même si ce n'est pas la même promotion. On se demande toujours, quelle promotion c'était? La 7e, la meilleure. Alors, chacune est la meilleure. Chacune est la meilleure. Voilà. Bon, ça c'est pour la pause, on parlera. Mais en tout cas, quand des anciens de Mayanot se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent? Comme disait Maurice Chevalier, des histoires de Mayanot. Et d'ailleurs, on peut même se targuer, Ayala et moi, d'avoir marié un de nos fils à une ancienne de Mayanot, de la promotion. Voilà. Donc vous voyez que le virus Mayanot, ça traverse les générations. Et donc, vraiment, après tout ça, on remerciera jamais assez Manitou et tous ceux qui ont enseigné à Mayanot, Daniel, et puis toutes les personnes qu'on a connues aussi grâce à Manitou Mayanot. Je pense par exemple au couple professeur André Neher et Dr Ina Neher, qu'on voyait à Genève d'ailleurs, on allait voir à Genève quand elle venait, le professeur Beno Gross, le Rav Elber Hazan, le Rav Paul Reutemann, le Rav David Ben Ezra, le professeur Abraham Golek, Kiva Keshet, Rachel Hadas et bien d'autres. Je pense que chaque année a eu ses personnalités. En tout cas, c'était une chance énorme. Et donc, pour conclure et dire que Mayanot, ce n'est pas seulement un enseignement pour la vie, dans le sens de la durée d'une vie, mais c'est aussi un enseignement de vie. Et de vie ici, en Eretz Israël, et qui harmonise, équilibre de manière idéale les 3 axes sur lesquels repose l'être hébraïque, Eretz Israël, Torah Israël et Am Israël, qui devrait être, à mon avis, un modèle de société en Israël. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire aussi que Serge Zichrono Livracha était un merveilleux exemple de ce cocktail gagnant, avec en plus, comme Manitou, cet humour qui ne l'abandonnait jamais. Yizecho Baruch.